Bienvenue sur la Batterie Podcast saison 2. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de la Batterie Podcast. Cet épisode est la suite de la visite des ateliers ASBA, où les repreneurs de la marque ont bien voulu nous ouvrir leurs portes. Vous avez ainsi pu visiter l'atelier et puis aussi avoir un pan d'histoire de cette marque française. Aujourd'hui, deuxième partie de l'histoire de cette marque avec Philippe Nasse, que je suis très heureux de recevoir. Philippe Nasse est un spécialiste de la batterie française. Il anime notamment des conférences sur ce sujet. Il a une émission de radio. Il organise des expositions. Et bien entendu, il joue lui-même de la batterie. Il va donc nous raconter dans cet épisode l'histoire d'ASBA à partir de 1927 jusqu'à ce que l'entreprise ferme dans les années 80. Voilà, c'est parti tout de suite avec Philippe Nasse. Bonjour Philippe, heureux de te recevoir ici à la Batterie Podcast. Merci Didier, bonjour. Oui, on se voit pour la première fois, mais à distance. Eh bien, écoute, oui, je suis ravi de ton invitation à parler de l'histoire de la naissance de la batterie en France et pas à la Nouvelle-Orléans, comme l'a très bien fait Guillaume voilà, récemment. Moi, bon, je vais me présenter un peu, je suis batteur. Depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait un certain nombre d'années, je ne vais pas me vieillir tout de suite. Plutôt batteur de jazz et de musique improvisée. Je suis percussionniste également, et puis réalisateur de films et un peu historien. Donc c'est pour ça que tu m'as appelé, parce que j'ai fait pour le MUPOP, qui est le musée des musiques populaires qui se trouve à Montluçon, un travail pendant près de 2 ans pour monter une exposition sur la naissance de la batterie en France. Pendant 2 ans, j'ai fait des recherches et puis finalement, j'avais déjà commencé un petit peu avant, et notamment en faisant un ensemble de films documentaires et pédagogiques sur les percussions du monde. Voilà, comme toi, de l'audiovisuel pour mobiliser les musiciens sur des techniques, mais aussi sur un enracinement culturel de ces musiques qui au quotidien font vivre des sociétés, quoi. Donc c'est une dimension souvent un peu comme ça, sociale, qui m'a mobilisé, sociale au sens de, bien sûr il y a la facture instrumentale, mais il y a comment les instruments en évoluant, ils font évoluer la musique, ou comment la musique fait également se modifier la facture instrumentale. Et donc la question organologique de la batterie, comme c'est un instrument très récent. Moi, je dis qu'il a un siècle. Un siècle, il y a eu quelques jours. Alors bon, bien sûr, tout le monde me dira, non, mais l'accouchement a été long, dis donc, si ça fait qu'un siècle. En fait, juste pour situer, c'est un instrument de la modernité. Et donc, l'archéologie, les recherches archéologiques et historiques pour ces instruments, comme tu le fais, sont relativement aisées, puisque depuis un siècle, ou allons, disons 150 ans, on a quand même des traces écrites, on a des brevets, on a des catalogues, on a des photos, des films. Et c'est passionnant de redonner vie à tout ça pour mieux comprendre ce qui a fait naître cet instrument et dans quel contexte et avec quels acteurs. On le fait, toi comme moi, parce qu'on pense, peut-être, en tout cas moi je pense, que trop souvent on approche un instrument sans en connaître son histoire. Ouais. Et finalement, on fait boum boum tap, et on est content, on se défoule un peu, on fait du bruit, on fait de la musique avec les potes dans les caves ou avec les copines. Mais c'est souvent bien plus que ça. La création d'un instrument aussi métissé que la batterie au XXe siècle, ça a du sens. Ça a du sens aussi pour la façon dont on peut l'approcher. Pas que d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue créatif et dans les relations humaines, quoi. C'est peut-être un peu prétentieux tout ça, mais j'y crois. Je pense que c'est nécessaire de faire cette transmission. Oui, c'est vraiment ce qui m'a décidé à faire le podcast, hein, de toute façon. C'est exactement ça. Je me suis aperçu qu'on connaissait peu son histoire et que c'était pas très facile d'avoir quelques pistes. Voilà, alors pour autant, avec Internet et puis les archives, on a des choses, mais ça demande du boulot quand même. Et aujourd'hui,
Bon, moi, la première fois que je suis tombé sur une batterie ancienne fabriquée en France, c'est au milieu des années 80, vers 1985, donc ça commence à faire un moment. Et c'était une vieille batterie qui est sortie d'un grenier. C'était une Mass Patcher, et qui est en fait une batterie fabriquée par une entreprise française à la fin des années 40, juste après-guerre, qui s'appelait Sematon et qui était en lien avec Paul Buescher. Et je me suis rendu compte que cet instrument n'avait rien à voir avec celui que je jouais, quoi. Donc, j'étais en train d'apprendre de jouer depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire, non pas une vingtaine d'années, pardon, une bonne dizaine d'années. Et c'est-à-dire que cet instrument, avec ses peaux animales, ses fûts aux dimensions improbables, ses cymbales qui étaient des bouts de cuivre formés, mais pas des vrais cymbales, qui avait un son assez rustique au sens peu puissant, mais aussi très expressif. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, finalement, les batteries modernes ont à voir avec cet objet, mais ils ont forcément énormément évolué. Alors, comment ça se passe en France? Si on remonte un petit peu à plus d'un siècle, je vous propose de remonter vers 1880, et on va aller à Grenoble. Ok. Et à Grenoble, il y a un gars qui s'appelle Hippolyte Michaud qui invente une batterie. Alors 1880, c'est intéressant parce que c'est à peu près l'année où aussi on va avoir les premiers brevets de pédales de grosse caisse. C'est intéressant parce que sans pédale de grosse caisse, il n'y a pas de batterie. Et puis il n'y a pas de batterie sans tabouret non plus. Puis voilà. Hmm. Mais en 1880, donc aux États-Unis, il y a Onley qui invente cette pédale de grosse caisse et qui va commencer à disposer autour de la grosse caisse une caisse claire, une cymbale. Puis bon, premier plan social de l'histoire de la musique, hein, au lieu d'avoir une section 3 percussionnistes, on va avoir qu'un D'accord. seul batteur qui Mhm. va jouer toutes les parties en polyrythmie. Et voilà, bon, c'est toute une évolution intéressante qui fait que l'idée, je crois, c'est d'inventer un nouvel instrument qui va euh, permettre à un seul percussionniste de jouer les différentes parties. Donc, l'idée, c'est de rassembler plusieurs instruments. Aux États-Unis, c'est lié au métissage, hein, aussi bien les Africains qui arrivent comme esclaves, les Chinois qui s'installent, les Irlandais, enfin, tout un tas de cultures qui vont amener leurs instruments pour en fabriquer plus qu'un. En France, Hippolyte Michaud, j'y reviens, va inventer la michaudière. Donc, c'est quoi la michaudière? C'est une grosse caisse dans laquelle il intègre à l'intérieur tout un ensemble d'instruments, des cymbales, des cymbalettes, une tarole, des cloches, un triangle, etc. Et par deux trous, il va rentrer les mains dans la grosse caisse. Il a une trappe de visite, une trappe pour voir ce qui se passe dedans, et il joue dedans. C'est une grosse caisse orchestrale, il appelle ça. Donc, c'est intéressant. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup de fabriqués, hein. On n'en a Mhm. pas retrouvé, en tout cas, pas moi. Mais par contre, on a retrouvé des brevets, des publicités, des brevets vendus à l'étranger. Donc, il y a eu quand même un engouement. On est en 1880 environ. Est-ce que ça, attends, je te coupe deux secondes, est-ce que ça a quelque chose à voir avec les hommes orchestres, cette histoire de batterie comme ça, de la Michaudière? Oui, bien sûr. Le batteur est un homme orchestre, puisqu'il joue plusieurs instruments à la fois. Mhm. Donc, je pense que l'idée de la michaudière, c'était plutôt d'avoir un instrument euh, qu'on installait dans un lieu de spectacle et comme ça, on avait tout sous la main. Parce qu'il faut quand même situer, l'instrument, il faisait 1,30 m de longueur, c'était au moins du 28, voire 30 pouces de diamètre. C'était un instrument relativement intransportable. Ça, d'ailleurs, toujours le problème des batteurs, c'est de transporter leurs instruments. Donc, c'est un côté homme orchestre, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, si on recherche un petit peu,
En France, si on recherche dans l'histoire du développement, de la conception même des instruments, on dit que la première pédale, donc, c'est 1880 aux États-Unis. Moi, je fais des recherches et je tombe sur un document de 1807 qui représente un homme orchestre, donc on est sous Napoléon, Mhm. qui joue effectivement plusieurs instruments, y compris une grosse caisse avec visiblement une pédale au pied. Ouais. Donc, en fait, l'invention de la batterie, c'est pas uniquement aux États-Unis avec le jazz, c'est aussi dans d'autres pays où on invente cet instrument déjà peut-être même depuis plus longtemps que ça. Et puis on peut aller chercher le rapport à la mécanisation aussi, les pédales, les systèmes de fixation, c'est aussi l'industrialisation, le système d'amélioration technique de fabrication mécanique qui va permettre la batterie d'exister. Si on part encore plus en arrière, du temps de Léonard de Vinci, Mhm. il invente une batterie avec un système de cam et de batte et d'entraînement de ces cams, de ces engrenages qui vont permettre de jouer des rythmes en déplaçant comme une brouette l'instrument ou en faisant tourner une manivelle. Je ne sais D'accord. pas si tu vois de quoi Ouais. je veux parler. Et là, ça se passe. Léonard de Vinci, il est pas américain. Les États-Unis n'existent pas. Et puis, il est italien. Puis, il fait ce dessin. C'est une sanguine en France, hein, certaines. Donc, ce qui est intéressant, c'est de penser que cet instrument qu'on dit tout à fait moderne et issu des métissages est en fait déjà dans les tuyaux Ouais. par, par des recherches techniques et aussi par la volonté de permettre à des hommes orchestres de jouer plusieurs instruments. Ok. Oui, la question donc, enfin moi que j'avais envie de te poser tout de suite après ce préambule, c'est comment cet instrument, parce qu'on a vu là avec le podcast comment l'instrument est né aux États-Unis, et j'avais envie de te poser tout de suite comme question comment il est arrivé en France. Est-ce que là, ce que tu viens de nous raconter, c'est aussi le préambule à ce qui va se passer en France? Ou est-ce que simplement l'idée de Michaudière, ça va être un peu abandonné, puis repris par la suite sous une autre forme, peut-être une forme plus américanisée? Alors, la Michaudière, c'est quand même un cas particulier, hein, mais c'est intéressant puisque au lieu de tout mettre autour de la grosse caisse et fixer sur les cerclages avec des pinces et les objets, lui, il a tout mis dedans. Donc, on est le concept de tout rassembler en un seul élément, c'est ça qui va déterminer ensuite la logique de la fabrication de la batterie. On n'oublie pas que aux États-Unis, trap kit, ça vient de contraption. Contraption étant un mot qui veut dire bidule, truc, machin, ensemble de bidules, Mhm. bordel de machin, comme on dirait. Donc, on est bien dans quelque chose où chaque batteur va inventer un instrument. Et aujourd'hui encore, moi, je pense qu'on est dans cette idée qu'il y a autant de batteries que de batteurs. Je suis pas sûr de pouvoir jouer sur ta batterie, par Ouais. exemple, et inversement. C'est l'instrument qui va permettre le plus à un musicien de s'investir dans la conception de l'objet qui va permettre de faire de la musique avec vraiment pas grand-chose en plus. C'est un peu culotté de vouloir faire de la vraie musique en tapant, en frottant, en faisant du bruit, en faisant du charivari. En France, dans les années 20, on dit que faire de la batterie, et d'ailleurs on ne dit pas une batterie, on dit un jazz band, hein, Ouais. tellement c'est lié à cette modernité, cette nouvelle musique syncopée. On dit que c'est un peu faire du ramdam. C'est aussi après-guerre, puisque c'était ta question, comment la batterie arrive en France. Elle arrive en même temps que les rythmes syncopés des musiciens noirs américains ou portoricains qui viennent se battre en 1918 et dont certains resteront en France. Très peu survivront et les quelques qui vont rester ici, genre Buddy Gilmore ou Louise Mitchell, vont développer une approche nouvelle en proposant un instrument qui est plus un instrument de musical, de spectacle spectaculaire, qu'un instrument réellement pour accompagner la danse, comme ça va se passer pourtant.
après la Première et la Deuxième Guerre mondiale aussi, on va avoir un mouvement de danse mania. Et la danse mania, c'est tout le monde veut vivre à nouveau, jouir de la vie à nouveau après-guerre. C'est l'horreur. J'ai une formule qui est de dire la batterie, c'est l'instrument qui va permettre de faire plus de bruit que la guerre. Mhm. Et forcément, sur les plateaux de danse, les parquets de danse, on dit il y a des centaines de danseurs, et ça fait du bruit. Donc, les quelques musiciens qui jouent d'instruments qui ne sont pas amplifiés, pas d'amplification à l'époque, vont avoir besoin peut-être d'un batteur pour projeter le son jusqu'au fond et donner la pulsation. Voilà. Et aux États-Unis, pareil, la batterie va servir d'abord la danse, et puis après aussi une expression plus émancipée. Mhm. Je pense qu'il y a cette dimension-là aussi. C'est-à-dire qu'après la Première Guerre, l'instrument n'existe pas encore vraiment. Donc tout est à faire, tout est à inventer. On dit que les musiciens de baloche, pour jouer, il va falloir qu'ils se fassent entendre qu'il y ait un batteur avec eux. Sauf que trouver un batteur qui sache jouer, forcément, ça n'existe pas puisqu'on est en train d'inventer l'instrument. Donc, ce qui va se passer euh, vers 1925-26, il y a des musiciens comme Albert Bergerot, par exemple, qui sont des facteurs reconnus encore en activité en France, un des champions du monde des claviers, des marimbas, des xylos aujourd'hui. C'est encore 50 personnes qui travaillent. Je crois que c'est Buffet Crampon qui vient de racheter l'entreprise d'ailleurs. Euh, à l'époque, Bergerot, il était accordéoniste, mais violoniste. Il se dit, mais moi, comment je vais faire pour aller animer des balles si j'ai pas de batteur? Ils veulent tous un batteur, c'est moderne, ça fait le Mhm. son, c'est une nouvelle façon de faire danser. Eh ben, il invente une batterie, vous la connaissez peut-être que tu auras une illustration là sous les yeux à Ouais, présenter. ouais, ouais. Cette batterie dite automatique, Mhm. où en fait le musicien, comme il joue déjà de l'accordéon, qu'il a les deux mains prises, ou du violon, ou du saxophone, je ne sais quoi, il lui reste que les pieds pour jouer. Donc il fabrique des pédales, une batterie automatique qui est verticale, avec un ensemble de pédales qui vont commander un coup de grosse caisse, un roulement de tambour, un coup de cymbale, etc., etc. Mhm. Et il va s'accompagner lui-même. Donc, ce qui est intéressant peut-être, c'est de se rappeler qu'en France, certes, on n'a pas l'invention du jazz comme aux États-Unis, mais on a d'autres musiques pour danser. Et on a des accordéonistes, on a le musette aussi, avec Émile Le Haché, on va avoir des tas de lieux où une musique vivante et populaire va se saisir de la batterie en même temps. L'idée du batteur, c'est celui qui illustre le cinéma. Ça va pas être uniquement de faire de la musique pour accompagner en duo le pianiste ou l'organiste. Il y a beaucoup dans les grands cinémas, avant qu'il y ait le cinéma sonore, avant 1927, les réalisateurs demandaient à des compositeurs d'écrire des musiques. Donc le film était livré dans les cinémas avec une partition et des organistes ou des pianistes jouaient la partition dédiée au film en question. Le rôle du batteur, c'était pas tout à fait celui-ci, c'était de coloriser, encore une fois, bien sûr, la batterie, c'est les nuances. Un batteur qui nuance pas, il pourrit toute la musique. Un batteur qui ferait des mauvais bruitages va abîmer le film aussi. Donc son rôle, et là c'est intéressant, c'est de penser que le percussionniste qui va
éventuellement jouer un peu la batterie, avec une tablette d'ailleurs posée sur la grosse caisse qui permet de poser des accessoires, d'utiliser le flexaton, d'utiliser des petits morceaux de bois qui vont imiter le bruit du cheval qui trotte, ou le petit sifflet qui gazouille comme les oiseaux qu'on voit dans leur cage dans le film. La question, c'est que qu'est-ce que ce batteur, on n'a pas de traces, très peu de traces, sur ce qu'il faisait réellement. Ouais. Est-ce que, imaginons scène d'amour, ou d'amoureux plutôt, qui s'embrassent sur un sofa. Ils sont dans un salon où donc il y a justement la cage avec le canari au-dessus. Puis on voit en arrière-plan une fenêtre ouverte qui donne sur les champs avec des vaches et des clarines, des cloches autour du cou. Qu'est-ce que le bruiteur va sonoriser? Les smacks des amoureux, le chant du canari ou les clarines au fond en arrière-plan? C'est ça, c'est évident. Des fois, on n'entend pas la musique. Ouais. Mais si elle n'est pas là, d'un seul coup, on se rend compte qu'elle n'est plus là. Et je pense que si on a, avant les années 30, on va dire, le temps que les choses se développent, insisté pour qu'il y ait des musiciens des batteurs bruiteurs lors des projections, c'est que c'était une plus-value, oui. Et très ouverte aussi. Enfin, autant les mélodies étaient écrites que la partie de l'interprétation des émotions sonores, je pense qu'elles étaient ouvertes. Et les batteurs aujourd'hui ont toujours cette sensibilité. Alors 1927, c'était aussi l'année où la plus grande entreprise de fabrication de batteries en France, en tout cas celle qui est la plus connue à l'international, la marque ASBA, va naître. Donc il nous reste 2 ans pour faire le gâteau C'est ça. et pour raconter cette histoire. Bon, tout le monde connaît que l'acronyme ASBA, hein, vous connaissez tous l'idée, c'est Alfred, S comme Simone, B comme Boudard et A comme accessoire. Alfred et Simone, Boudard, accessoire. Euh, bon, pour situer un tout petit peu, c'est pas la première marque de batterie en France. On sait que on a d'autres artisans ou même des entreprises, des manufactures quasi industrielles qui préexistent à Asba. Donc, il faut quand même les citer. Forcément, il y a l'entreprise Quenon. Hein, Quenon, Amédée Quenon, en 1911, il part aux États-Unis, il va voir Monsieur Cohn, et puis ils font des échanges de business. Mais c'est pas forcément Cohn qui exporte, c'est Quenon qui va exporter aux États-Unis. Hein. Okay. En 1922-1924, ils font un catalogue de 80 pages où ils présentent tous les accessoires pour le jazz. Okay. Le jazz étant entendu comme l'instrument qu'on appelle communément maintenant la batterie. C'est le même Cohn qui va racheter Slingerland et Ludwig pendant un temps? Et voilà, c'est la plus grande entreprise musicale d'instruments de musique aux États-Unis et peut-être même au monde. Hein. D'ailleurs, Slingerland renaît, comme tu le sais, Oui, de ses cendres. c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est avec les moules qui ont été préservés ou si c'est une nouvelle. Parce qu'il y a quelques années de ça, il y avait tous les moules Slingerland étaient à vendre aux enchères sur eBay. Hein. Bon voilà, bref, c'est hors sujet, pardon. On peut couper. Au contraire, même c'est dedans. Hein. Oui, c'est ça, Puisqu'on parle de l'histoire Cohn. de la batterie. Ouais, ouais. Voilà. Et on a aussi la fameuse entreprise de Paul Becher qui préexiste, hein, puisque c'est 1850 ou 1860, je ne sais plus exactement, mais c'est le plus ancien magasin de musique français qui a aussi fabriqué des batteries jusque tardivement. Il y avait même notre fameux Jean Medger, qui est l'inventeur de la marque Medjas, dont tu as fait une synthèse dans un précédent podcast, qui était un des artisans luthiers qui travaillait chez Becher. On en a plein d'autres, des tout petits artisans. Alors ça va du gars qui travaille tout seul, limite, qui fabrique sa propre batterie dans la cabane au fond du jardin, jusqu'au
petits artisans, je pense à Paul Cocos, qui était situé à Paris, rue Mira, à côté de chez Adolphe Sax. Bon, bref, on a plein d'artisans, même en province, hein, qui fabriquent des instruments parce qu'il y a une forte demande. En 1927, Alfred Boudard, lui, avant tout, il est musicien. Il est violoniste, chef d'orchestre. Il joue aussi du saxophone. Et comme me disait Marc Perrin, qui est un des descendants qui a géré l'entreprise Asba à la fin des années 70, en fait, Alfred Boudard, il était chef d'orchestre, violoniste, et quand il se reposait de son métier de violoniste, il jouait du saxo, quoi. Donc, en fait, il ne s'arrêtait pas. Et en 1927, forcément, il se rend compte que c'est pas si simple la vie de musicien, les tournées d'été dans les casinos. Et puis, il est très proche des réalités quotidiennes puisqu'il est lui-même musicien, et il se rend compte qu'il manque des accessoires pour faciliter la vie des instrumentistes. Alors, il fabrique quoi? Avec sa femme, à quatre mains, Simone, il fabrique des pupitres, puis des stands pour poser le saxophone ou le violon sur scène. Quand on passe d'un instrument à l'autre, on ne sait jamais quoi faire de l'instrument. Et ça, c'est leur premier travail. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la batterie, c'est c'est en plein développement, qu'il y a une forte demande, que tout le monde fabrique des fûts. Alors, un des plus exemplaires, c'est quand même Adolphe Sirichelli, j'ai oublié de citer tout à l'heure, qui, en fait, a donné ensuite à la marque Capel, donc Jacques Capel. Sirichelli, il est important parce que en 1924, il dépose un brevet pour cintrer les fûts. Et c'est pas du tout sur ce schéma-là c'est pas la niche que vont viser Simone et Alfred Boudard. Eux, ils vont s'intéresser aux accessoires. Et une batterie sans accessoires, ça n'existe pas vraiment. D'ailleurs, en 1927, je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de pieds de cymbales, hein. Je pense même qu'il n'y en a pas. Tout est fixé avec des pinces sur le cerclage des grosses caisses. On bricole. Et c'est un champion de bricolage, paraît-il, Alfred. C'est un gars super ingénieux. Et donc, il va fabriquer tous ces accessoires d'abord pour l'ensemble des musiciens, puis spécifiquement pour la batterie. Ça prendra un peu de temps, hein. Il va faire des sourdines aussi. À l'après-guerre, il va jouer avec Jacques Elian. La légende dit qu'un des trompettistes avait oublié sa sourdine et qu'il en a bricolé une dans une chambre d'hôtel pendant la tournée du côté de Cannes, là, avec un morceau de carton plié, et que ça marchait très bien. Et puis hop, ça y est, il s'est lancé dans les sourdines. Mais finalement, il va développer encore sa créativité euh, en fabriquant cette fois-ci réellement des batteries, mais très tardivement. Parce que entre 1927 et 1948, il y a quand même 20 ans, 21 années, qui vont s'écouler avant que Alfred dépose un brevet de batterie qui s'appellera Bebop et qui est un instrument complètement incroyable qui remportera le prix du concours Lépine à Paris. Donc, c'est le côté un peu magique de l'entreprise Asba, c'est ça, c'est d'inventer, comme il se doit, des instruments modernes et, et innovants par rapport à ce qu'on connaît. La particularité de cette batterie, je peux la décrire comme ça, tout est aussi comme Hippolyte Michaud, tout est dans la grosse caisse. C'est-à-dire qu'il y a une trappe qui s'ouvre, donc la trappe qui est une petite tablette, n'est-ce pas, où on peut poser les baguettes, les accessoires, les fameux accessoires Asba. Et dans cette trappe, il y a un coffre. On retire le coffre, dedans il y a tout le hardware, les accessoires, le petit matériel. On referme le coffre, ça devient un tabouret.
Et dans la grosse caisse, il y a des pics, des tiges métalliques sur lesquelles on va pouvoir suspendre les cymbales. Donc, au lieu de les accrocher sur les cerclages, ils coulissent à l'intérieur de la grosse caisse. Et on a également sur le côté des rotules sous forme de boules qu'on verra bien plus tard ressortir chez Rogers ou chez les Italiens, Meazzi et compagnie. Là, lui, déjà en 48, il pense à ça. Donc, on fixe les tomes sur ces rotules, mais et tout est solidaire à la grosse caisse, où la grosse caisse permet de ranger tous les éléments. Ça, c'est exceptionnel. Euh, Pourquoi ça n'a pas marché? À mon avis, ça doit peser un âne mort, non, déjà? C'est ça, voilà. Je crois, c'est mon hypothèse aussi. Ouais, ouais, c'est Voilà. ça. Mais voilà, tout est permis en fait, hein. Et aujourd'hui encore, je trouve que c'est un instrument magique, la batterie. C'est qu'on est toujours en train de chercher la position idéale, le petit accessoire qui va bien. On en est à combien de centaines de milliers de brevets de pédales de grosse caisse? Alors que depuis 1909, tout est dit, quoi. Ouais, La messe est dite avec la pédale Ludwig. ouais. Donc, il y a quelque chose comme ça, une innovation permanente qui est sympathique. Non seulement c'est sympa, mais c'est inédit à cet instrument. Moi, je vois que les synthés pour être aussi novateur, où on cherche toujours plus, le petit plus. Mm, c'est vrai. Et on cherche même à synthétiser la batterie, d'ailleurs. Voilà. Bon, je suis pas sûr que ça. Enfin, c'est intéressant pour les batteries électroniques quand on joue au casque et tout, d'avoir un son, des modélisations chouettes. Pour autant, c'est une petite parenthèse, mais moi, je pense qu'il n'y a pas le même avenir. C'est pas la même fonction. Nous, on joue d'un instrument qui est composé d'éléments qui sont différents les uns des autres. On l'évoquait tout à l'heure. Mhm. Chaque batteur va choisir la taille de son fût, l'angle de la résonance, l'angle de position, le type de cymbale, etc. Mais c'est l'ensemble de ces éléments qui sonnent les uns avec les autres, qui résonnent les uns C'est ça. avec les autres. Ouais. Ce qui fait que, encore une parenthèse dans la parenthèse, si on met les ingénieurs du son qui mettent, alors ça dépend des musiques qu'on joue, mais qui mettent un micro par élément, je pense qu'il ne faut pas qu'ils oublient de mettre les overheads au-dessus, parce que le son, il est aussi dans sa totalité. Mhm. Et le son fabriqué par les overheads, retransmis par les overheads, c'est le son réel du batteur. Tous les micros de proximité où on peut trafiquer, compresser, etc., c'est pas le son du batteur, c'est le son de l'ingénieur du son. À voir, Ouais. à réfléchir. Ça se négocie toujours. Enfin, je sais pas C'est pour ça, toi, puis mais ça moi, dépend de toute façon du style dans lequel le batteur musique, évolue de toute manière. Ouais. bien sûr, bien sûr. Mais comme instrument qui aurait un caractère acoustique et spécifiquement acoustique où les éléments interagissent entre eux, je pense qu'il faut penser que le son doit être amplifié mais pas transformé. C'est intéressant de respecter justement la recherche sonore Ouais, du batteur puisque c'est une très grande partie de son travail. c'est ça, Je reviens sur Asba. bien sûr. Euh, on a donc on est en 48, première batterie. Euh, Simone décède en 51. Donc, elle n'a pas le temps de voir tellement le développement de la fabrication des batteries au sein de l'entreprise. Et Boudard, Alfred Boudard, pas beaucoup plus, parce que en réalité, il quitte les affaires d'Asba en 53. D'accord. Euh, Simone décédée, c'est pas facile pour lui. Puis finalement, il tombe amoureux et puis il part vivre sur la côte d'Azur. Ok. Voilà. Et c'est Jacques Perrin, son neveu, qui va reprendre les rênes. Et finalement, la grande partie du développement d'Asbar, c'est Jacques Perrin, plus qu'Alfred Boudard. Donc, des petites innovations chez Asba, il y en a d'autres, hein. Il y a en 58, ils fabriquent leur propre peau, les fameuses dermaplastiques. Ok.
c'est du Millar. Donc, ils ont leur propre fabrication, mais qui est très artisanale, hein. J'ai quelques documents où on voit les ateliers, ben, ils les fabriquent une à une, forcément, mais avec plusieurs instruments. Enfin, c'est pas du tout industrialisé. Autre développement d'Asba, c'est en 53, il faut que je regarde mes notes. En 56, pardon. C'est en 56 qu'ils créent une petite fonderie. Ok. Avant, ils sous-traitaient tout. C'est-à-dire qu'ils assemblaient, en fait, avec des fûts en contreplaqué, ils assemblaient les batteries, mais ils sous-traitaient donc, dans des fonderies toutes les pièces, les coquilles, etc. Et donc, ils sont un peu limités aux coquilles et à quelques éléments de pédale. Mais et pourtant, on a des modèles de pédales Asbaz qui s'appellent Swing, Record, 1947, etc., qui sont Ouais. datés, qui sont des modèles très... Moi, ça me fait une certaine émotion parce que aujourd'hui, c'est rare qu'on date les batteries. Enfin, c'est peut-être revenu un petit peu pour justement chez Asba. Ils prennent soin aujourd'hui de labelliser, mettre des étiquettes à l'intérieur, tel numéro fait par qui signé, Ouais. etc. Euh, Alfred Boudard, il avait cette intelligence-là de bien personnaliser les objets, les dater. D'ailleurs, on voit ça, c'est intéressant. En 58, ils font les pots dermaplastique, mais c'est qu'à partir de 63 où ils décident de normaliser la taille des pots. Ouais. Parce que la révolution industrielle proposée par Belly Remo et Chuck Evans avec les pots en mylar, là, ça fait qu'en France, on a accès à des pots américaines euh, à un standard et il faut que tout le monde s'y colle, quoi. Et dans le ASBA, dès 62-63, ça y est, ils décident, mesure internationale, c'est écrit dans les fûts, quoi. Ouais. Euh, alors, il y a cette dimension, cette attention portée aux instruments, ce qui n'est pas forcément le cas des autres instruments fabriqués en France, excepté ceux de Cyril Kelly, Adolphe Cyril Kelly, qui, des 1910-20, lui, c'est un vrai luthier. Je fais un petit flashback, mais lui, c'est aussi un vrai luthier. Il fait de la marqueterie, il décore les fûts d'une manière incroyable, il les sublime. Il sublime les batteries. Euh, Asba, ils subliment pas les batteries de cette manière-là, mais ils vont par contre, pareil, innover franchement dans la finition, en mettant des finitions, on connaît la finition Altuglass, les fûts avec un revêtement en liège, Mhm. et puis les fûts métal. Voilà. Donc, sur plein de points de vue, Asba a innové, et aujourd'hui, peut-être qu'ils vont y arriver encore. Ils y arriveront forcément, parce que comme ils sont peu nombreux et qu'ils sortent, je crois, à 4 batteries par semaine, forcément, les objets, ils transpirent le travail attentif des artisans. On peut dire aussi que Asba, finalement, tout le monde le sait, je crois, s'est arrêté en 83. Ouais. Mais les dernières années, donc c'est toujours la famille Perrin, c'est Marc Perrin qui était non pas aux commandes de l'entreprise, mais aux commandes des relations internationales. Et ils ont réussi des très très jolis coups, notamment avec les États-Unis et avec Ludwig, qui Mhm. leur achetait la fameuse pédale Carolina Sba Ouais, ouais, c'est ça. qui Ouais. aujourd'hui ressort, je crois. Je crois qu'ils ont décidé d'en refabriquer Oui, aussi. oui, oui, effectivement. J'en ai une d'ailleurs. Oui, oui. Est-ce que ça, c'est une invention de Perrin également, cette pédale? Je voudrais pas dire de bêtises. Je crois qu'il y a eu plusieurs musiciens. Alors, c'est une particularité d'Asba aussi. C'est qu'ils ont toujours été très proches des musiciens. Je pense qu'ils n'ont pas hésité à en endorser beaucoup, Ouais. endorser au sens de leur prêter, passer même du matériel.
pour faire une publicité auprès des batteurs de variété ou de jazz, hein, tous. Et je crois que Daniel Humer a été un peu impliqué dans le développement de cette Oui. pédale. Daniel pourrait nous le confirmer, j'en suis quasiment sûr, ainsi qu'une autre pédale qui est celle de Charleston, qui s'appelait la Véronica, et Caroline et Véronique sont les filles de Daniel. C'est les Ouais. prénoms des filles de Daniel. Ouais, ouais. Voilà, donc qui est le plus inventif là-dedans? Savoir répondre aux attentes des musiciens, qui eux-mêmes n'ont pas toujours facile de dire ce dont on a besoin. Ah, je voudrais qu'elle soit rapide, souple, Ouais, évidemment. légère, Mm. durable. Bon, voilà. Et après, on fait quoi? Donc, ils ont fait un joli coup à l'international avec ça. Et puis, bon, ce qui est dit. Ce que disent la famille Perrin, c'est que ce qui les a tués, c'est le développement de la fabrication japonaise. Oui. Excellent savoir-faire, ils comprennent tout de suite, ils fabriquent pour moins cher, et puis ils ont une force de frappe économique à l'international qui fait que euh, il y a quelques magasins parisiens qui ont cherché quand même à défendre la facture instrumentale, hein. Il y a eu des magasins spécialisés à Paris, notamment dans Drums Market. Mais Mhm. pour eux, c'était pas difficile de défendre la facture instrumentale parce que c'était Jacques Capel qui était le propriétaire du D'accord. magasin. Ouais. Donc forcément, voilà, Jacques Capel, Orange, vous connaissez l'histoire, Ouais. ça pourrait être un autre podcast sur l'histoire de Cyril Kelly, Sonic, Capel, Orange, une belle histoire de la facture française. Euh, mais il y a aussi il y a Jean-Paul Lolland qui aussi était un music one, un vrai excellent batteur qui faisait le métier, mais qui a aussi propulsé, essayé de vendre au mieux les, des batteries françaises, je pense notamment aux batteries Gary. Oui. Voilà. Mhm. Donc, qu'il installait aux premières loges de son magasin, il les réglait, les gens ils arrivaient, attends, je vais te la jouer un petit peu, puisqu'il était batteur, et forcément, c'était deux fois moins cher que le Ludwig, donc il n'y avait pas Ouais. photo. Mais bon, Ouais. avec le temps, tout ça s'est éteint. Et désormais, il n'y a que quelques marques, quelques artisans qui tentent le coup, mais il y en a peut-être pas loin d'une dizaine en France quand même. Est-ce que, moi je voulais te poser une question toujours sur Asba, est-ce que c'est, disons dans les années 80 ou 70, est-ce que Asba était un peu plus qu'un artisan? Est-ce que c'était une usine, entre guillemets? Est-ce que c'était développé fortement? Ou au contraire, comme beaucoup d'autres, c'était quelques personnes? Il y a l'époque de la croissance entre 1950 et 1960, 60-70, il y a une cinquantaine d'employés. Mhm. Donc c'est une PME. Ouais. Voilà, c'est une PME. Donc reste une manufacture. Je l'évoquais tout à l'heure et on voit bien quand on a des archives, on voit les ateliers. Bon, c'est pas les usines de DW aujourd'hui, hein. Mhm. C'est forcément des petites équipes de gens de différentes générations. Je crois que c'était plutôt masculin. Euh, Peu de femmes, quelques-unes plutôt dans les bureaux, assez peu dans les usines, les ateliers, contrairement aux États-Unis où on voit qu'il y a aussi, c'est peut-être un peu plus mixé dans la facture. Ouais. La particularité, c'est qu'ils partent d'ateliers à Limay-Brévannes qui sont assez petits. Ils n'ont jamais déménagé. Donc, ils ont agrandi en poussant un peu les murs. Mhm. Mais voilà, c'était familial en fait. Ouais. L'entreprise est familiale. Bon, c'est une entreprise familiale sur trois générations. Ouais, ouais. Et le déménagement à Lyon, lui, il s'effectue avec la première reprise, bien après les années 80. Ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça.
C'est Guillaume Pornet qui relance ça avec des accords qui rachètent la marque et les accords de la famille Perrin, enfin de Marc Perrin. Et puis finalement, l'activité se déploie. Ils développent même mais peut-être que ils vous en ont parlé. Ils développent quelques brevets d'une caisse claire avec un système où la tension de la peau, on peut se déplacer. Il y a quelques pour le moment, je pense qu'ils sont plutôt à essayer de retrouver la qualité du savoir-faire de l'époque, plus qu'à innover, puisque faut reconnaître que c'est pas simple. Voilà, je connais pas toute l'histoire de ces reprises, défaites et relances, mais espérons que ça marche. Je crois qu'ils font une chose que faisaient Boudard et Perrin de leur époque, c'est de bien accueillir les musiciens. Oui. On voit aujourd'hui, notamment dans le champ du jazz, des musiciens un peu renommés, voilà, se doter du matériel ASBA. Bon, voilà, c'est une stratégie, il faut voir. Je ne sais pas si je sais pas si c'est des magnifiques batteries, mais c'est toujours bien d'avoir une batterie gratos. Hein. Dans l'échange de quelques photos sur les réseaux sociaux. Je dis pas ça. Je pense que ce sont des bonnes batteries de toute façon. Il n'y a pas de souci, mais voilà. Et c'est sûrement des batteries aussi personnalisées, quelque part. Je pense qu'ils doivent travailler avec les artistes d'une façon Tu veux qu'elle plus étroite. flue, tu veux qu'elle... Voilà, oui, bien sûr. C'est ce qui se passait déjà dans les années 40, 50, 60, hein, comme on l'a évoqué pour la pédale. Plein d'innovations, de petites... je pense chez Asba notamment aux attaches tom, des batteries répondent aux rêves des musiciens. Très bien. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup Philippe pour tout ça, pour cet éclairage sur ces batteries françaises et en particulier sur Asba, bien entendu. Merci beaucoup. Oui, bah, avec plaisir. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur jazzband.fr et puis j'ai quelques ouvrages sous le coude que j'aimerais bien publier, mais l'édition en papier étant ce qu'elle est, voilà, faire des podcasts. Qu'est-ce que tu prépares d'ailleurs comme bouquin? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots là? Oui, bah, j'ai un bouquin sur justement la naissance de la batterie, que ça soit en France et aux États-Unis avec les connexions dont on a parlé, avec des documents, des archives un peu passionnantes, et puis toujours des portraits humains aussi là-dedans. Donc on connaît les grandes marques, donc Orange, Capel, Medger, Asba, voilà, celle-ci. Puis il y en a plein d'autres, des petites qui foisonnent, pour lesquels j'ai trouvé des documents intéressants. Ouais. Et puis ce podcast qui s'appelle Drums Tempo, voilà. Mais moi, c'est que radiophonique. Oui, oui, on sait. Mais je mettrai tous les liens. Je vais mettre tous les liens, bien entendu. Mais en tous les cas, sur jazzband.fr, c'est sûr qu'on peut trouver... Enfin, c'est une mine d'or concernant la batterie française, ça ne fait aucun doute. Hein. Merci pour ce travail. Merci beaucoup. Merci. Ça a pris un peu de temps, mais c'était avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci Philippe. Voilà, encore merci Philippe Nas pour cette histoire passionnante. Vous pouvez retrouver Philippe dans ses activités grâce au lien que vous trouverez en description. Avant de vous quitter sur un petit morceau de musique, comme on en a l'habitude, cette fois-ci joué évidemment sur une batterie Asba, je vous invite à liker et à vous abonner. Et on se retrouve d'ici une petite semaine avec un tout autre sujet puisqu'il s'agit de l'histoire des batteuses. Vous allez voir que là aussi, c'est un sujet passionnant que nous traiterons avec une interview d'Aïcha Djellel. Vous pouvez également me retrouver chaque mois dans Batterie Magazine avec la rubrique Un peu d'histoire. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Christian Garros, je pense que tous les amateurs de jazz ont été très heureux de vous entendre avec vos partenaires habituels, Maurice Vander et Pierre Michelot. Alors ce soir, maintenant, vous nous présentez un grand espoir et même une réalité du jazz français. Oui, Philippe Combel. Combel. Combel, je crois que c'est un nom qui nous dit à tous quelque chose. Oui, en effet, c'est un très grand nom dans l'histoire du jazz français. Alix Combel. Alix, c'est son père, le père de Philippe. Et Philippe Combel est un batteur qui, à votre avis... Oh, certainement le plus grand espoir de la nouvelle génération de batteurs en France, certainement.
Et qu'est-ce que vous allez nous jouer avec Philippe Nous Combel? allons faire un duel de batterie. Un duel de batterie? Oui, oui. Un duel, ça veut dire que vous allez jouer à 2 batteries tout Oui. seul. Tout seul. Je pense que c'est la première fois que cela se fait en France. Je crois, oui. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir réservé cette innovation.